18h, votre journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, ce lundi, le vice-président de la République prône le vivre ensemble dans la région du Hambol à Tafiré. Un message de cohésion, de solidarité, mais aussi de vivre ensemble, soutenu par des dons aux populations. Nous parlerons de santé dans ce journal, des maladies silencieuses parfois redoutées prises en charge dans nos hôpitaux. Focus aujourd'hui sur la chirurgie endocrinienne au CHU de Trècheville. Et dans l'actualité du sport, avec les éliminatoires du mondial des moins de 20 ans féminins, les éléphantes ont frappé fort face à la RDC pour la 3e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 en Pologne 2026. Force politique en Côte d'Ivoire. Ce week-end, le vice-président de la République était dans la région du Hambol, à Tafiré précisément. Face aux jeunes, aux femmes et aux hommes, il apportait un message de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble. Une visite consolidée par des dons en vivres et non-vivres, suivant le récit de Kader Sogodogo. Place Alassane Ouattara de Tafiré. La population de Tafiré, Badika, Nidieka, 3 sous-préfectures du département de Niakaramandougou dans la région du Hambol, mobilisées pour communier avec le vice-président de la République, Temoko Meliata Kone. Le vice-président est arrivé, les bras chargés, matériel agricole, vivres, engins roulants, des ustensiles de cuisine et des chaises. Un appui visant à favoriser leur autonomisation et leur épanouissement. Ces dons incluent également une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Sukaf. Les élus et cadres tour à tour vont se féliciter du travail abattu par Temoko Meliata Kone auprès du président de la République. Lorsque vous avez la chance d'avoir la 2e personnalité de l'État de votre pays qui vient de votre région et qu'il est mis en mission, il est de bonne loi que chacun et chacune des filles et des fils de cette région se mettent autour de lui. Et c'est ce que nous avons fait. Touché par cette marque de confiance, Temoko Meliata Kone exhorte les populations du Hambol à œuvrer pour la consolidation de la paix, l'unité et le vivre ensemble. Nous devons renforcer notre cohésion, notre union, notre solidarité. Et ce n'est que ce faisant que nous allons soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Un moment de communion dans une ambiance festive qui renforce les liens de proximité entre le vice-président de la République Temoko Meliata Kone et la population de Tafiré, Badika, Nidieka, dont il est issu. Le cœur de toute action sociale réside en la santé au bénéfice des populations. De grands chantiers sont ouverts pour des hôpitaux à la hauteur des attentes de ces populations. Le CHU de Trècheville est ainsi en travaux pour un meilleur cadre, un cadre de soins moderne, sécurisé mais aussi performant. Des travaux de réhabilitation dont l'état d'avancement est évalué par l'exécutif, suivant le compte-rendu de la visite du ministre de la Santé avec Brigitte Zamblé, Ami Traoré et Djamasso. Bâtiment rénové, équipement en cours d'installation, le CHU de Trècheville se modernise. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a effectué une visite d'inspection pour apprécier l'évolution des travaux de réhabilitation en cours. Sur ces différents sites, le ministre s'est fait présenter le niveau d'avancement des travaux par les responsables hospitaliers. Depuis quelques années, nous investissons à construire et à réhabiliter l'ensemble des hôpitaux pour avoir un système de santé qui soit à la hauteur avec les plateaux techniques qu'il faut. Nous sommes passés donc, dans les établissements qui est la porte d'entrée dans notre système de santé pour apprécier le travail qui est fait. Mais en même temps, nous profitons pour faire le point des difficultés, des défis restants, dans l'objectif que nous puissions donc apporter les solutions les plus appropriées et de façon urgente pour que les Ivoiriens sentent que la santé en Côte d'Ivoire se porte bien. Le ministre de la Santé rassure sur l'amélioration de la prise en charge des patients. Nous allons ensemble, l'équipe ici avec le DG, travailler à bâtir un projet d'établissement qui va prendre en compte les préoccupations, donc non seulement des patients, de la population,
mais également tenir compte des difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il faut que les Ivoiriens comprennent que les maladies prises en charge tôt, on a de fortes chances de guérir parce que les plateaux techniques qui sont disponibles sont des très bons plateaux techniques avec des professionnels qui ont vraiment du talent. Et donc il faut que les Ivoiriens fréquentent leurs hôpitaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement ivoirien visant à doter les établissements sanitaires d'infrastructures modernes et fonctionnelles pour garantir aux populations ivoiriennes un accès à des soins de qualité. Et pendant ces travaux de réhabilitation, les services de médecine sont toujours fonctionnels au CHU de Treichville, avec toujours l'objectif de sauver des vies. Et dans ces murs, des patients atteints de maladies silencieuses retrouvent l'espoir. Porté par l'engagement des équipes médicales, le professeur Blégolé est en première ligne de la section chirurgie digestive et endocrinienne. Sa contribution à la santé est scrutée par Delphine Blas, suivant ce reportage. Ce matin, on a fait la première intervention. C'était une thyroïde, je vous dirai de quoi il s'agit exactement. On est venu apprêter le second malade qui va donc partir pour être opéré parce qu'il faut finir avant 11 h. Il sort à peine du bloc opératoire. Il y a quelques minutes, le professeur Blégolé tenait une vie entre ses mains. La vie de Sania, nom d'emprunt. Sania souffrait depuis plusieurs années d'un problème de thyroïde. La thyroïde, c'est une glande dans le cou qui aide à réguler l'énergie du corps. Et quand la thyroïde prend du volume, elle est appelée le goitre. Et elle se rencontre partout en Côte d'Ivoire, notamment à l'ouest, dans les zones montagneuses. C'est d'abord la boule qu'on voit qui est seulement inesthétique surtout. Mais ce qui est plus dangereux, c'est lorsqu'elle comprime tout ce qui se trouve au niveau du cou. Donc elle peut comprimer la trachée, elle peut comprimer l'œsophage, elle peut comprimer les différents viscères qui sont au niveau du cou. Et comme je le disais tantôt, nous, ce qui nous effraie, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas et qui rentre dans le thorax. Il faut opérer ces personnes-là qui sont porteurs de cette pathologie. Au CHU de Treichville, ce type de scène se répète chaque jour dans le service de chirurgie endocrinienne. Une chirurgie souvent délicate, car elle concerne les glandes qui régulent souvent des fonctions importantes du corps, notamment la thyroïde, les surrénales et le pancréas. Un simple gonflement du cou, une fatigue persistante, des palpitations, une prise de poids inexpliquée. Pour beaucoup, ces signes paraissent anodins. Pourtant, ils peuvent révéler une maladie de la thyroïde ou d'autres atteintes des glandes endocrines, des organes qui produisent les hormones. Selon les données médicales, les maladies thyroïdiennes touchent près de 10% de la population, avec une nette prédominance féminine. Je souffrais de la thyroïde depuis 8 ans de cela, communément appelée goitre. Voilà, au départ, c'était une toute petite boule au niveau de ma gorge ici, que j'ai négligé. Je me suis dit que c'est quelque chose qui arrivait comme ça, que ça va passer. Ici au CHU de Treichville, les patients arrivent souvent tardivement. Sur la question, les spécialistes sont formels. Le retard de prise en charge augmente considérablement le risque vital. Des mois parfois, des années de souffrance silencieuse entre automédication, croyances traditionnelles et manque d'information. Lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, ces pathologies peuvent entraîner des complications graves, parfois mortelles. Il y en a qui ont cette pathologie depuis plus de 10 ans, depuis plus de 5 ans, qui savent très bien que c'est inesthétique, qui savent très bien que ça les empêche de vivre pleinement, mais n'ont pas les moyens financiers pour se faire opérer. Et c'est surtout ce qui fait qu'elles mettent du temps pour venir. Mais aujourd'hui, grâce à une prise en charge spécialisée, le taux de mortalité est estimé à seulement 1%. On demande des examens, l'échographie par exemple, qui nous montre que oui, c'est une glande thyroïde et nous dit quel type de maladie c'est. Parce que c'est vrai que la thyroïde a pris du volume, mais quel type c'est. Et en fonction de ça, on fait également 2 examens. Ça peut être un cancer aussi. Donc on va faire la cytoponction, analyser pour voir si c'est un cancer ou pas. Dans tous les cas, que ce soit un cancer, que ce ne soit pas un cancer, il faut l'opérer. Lorsque la chirurgie endocrinienne est réalisée à temps, elle offre des résultats très encourageants, avec une amélioration significative de la qualité de vie dans plus de 90% des cas.
En Côte d'Ivoire, grâce à l'expertise locale, des interventions autrefois réalisées à l'étranger sont désormais possibles ici dans notre pays. En Côte d'Ivoire, l'année dernière, on a eu à prendre en charge gratuitement 102 malades. Une première vague a été prise en charge en mai. Ça concernait que les femmes. Elles ont été opérées avec succès. Et en fin d'année, on a organisé la deuxième édition que nous avons intitulée Cours national de chirurgie thyroïdienne. De nombreux patients opérés sans frais l'année dernière, le service de chirurgie relance sa campagne gratuite dans quelques mois pour redonner le sourire aux malades. Il faut dire que l'opération est gratuite. Vraiment, les professeurs, ils sont vraiment à bout. Ils sont vraiment aussi compétents, très compétents. Ils nous ont suivis jusqu'à ce que l'opération soit faite. Longtemps méconnue, la chirurgie endocrinienne s'impose aujourd'hui comme une réponse médicale efficace aux maladies hormonales, également dites silencieuses parce qu'elles peuvent évoluer sans symptômes évidents au début. Mais après une opération réussie, tout rentre dans l'ordre. Le coût s'adapte, la santé revient. Le plus important, la thyroïde se soigne et se guérit ici en Côte d'Ivoire. Passons de la santé à l'identité culturelle en partant dans la ville d'Odiéné où s'est tenu le 3e festival Mandingo avec pour credo ma culture, mon identité. Le mandingue, une civilisation, un événement autour d'un héritage culturel raconté par Amidira Souba et Jamasso. Mandingo, qui signifie l'affaire de Mandé, une expression malinquée chargée de sens dans un espace où l'accélération des mutations sociologiques et où la sauvegarde des patrimoines vivants devient impératif. Le festival Mandingo se veut donc une réponse. Ce festival valorise le riche patrimoine culturel du peuple mandingue, mais au-delà de l'aspect culturel, il se positionne comme un levier de développement économique. On a dansé le Yagba, ça nous a donné beaucoup de souvenirs. On est heureux. Pour le représentant du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, le festival Mandingo incarne l'âme et la culture du peuple mandingue. L'UNESCO se réjouit de cette thématique, en parfaite harmonie avec sa mission qui est de promouvoir la culture, préserver et valoriser le patrimoine immatériel, reconnaître la diversité culturelle comme richesse commune. Les ministres Adama Kamara et Nassine Batouré appellent à l'engagement de tous afin de transmettre et pérenniser ces valeurs culturelles aux futures générations. Préserver notre patrimoine parce que notre langue, nos écritures, nos codes sont l'ADN du Mandé, promouvoir la diversité linguistique en disant au monde que nos langues locales ne sont pas du passé, mais des vecteurs de savoir et de l'avenir. Ce festival nous rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui oublie son histoire se condamne à la répéter sans la comprendre. C'est pourquoi le festival Mandingo ne doit pas être vu comme une simple succession de spectacles. Il est une grande école à ciel ouvert, un espace de transmission et de réappropriation de notre héritage commun. Ma culture, mon identité, le mandingue, une civilisation est le thème de la 3e édition. La présence des épouses des ambassadeurs de la France, de la Jordanie et du Djibouti témoigne de l'intérêt pour ce festival qui rassemble les peuples et qui ne cesse de gagner en maturité au fil des années. Et nos cultures se perpétuent jusqu'en zone urbaine. L'exemple avec le nouveau chef de la communauté, Sénoufo d'Abobo Avocatier, qui est intronisé. Sa mission, c'est d'être le garant de la culture Sénoufo dans la commune d'Abobo, Ahmed Traoré. Originaire de Napier, dans la région du Poro, Yaya Kafigé Silieu est le nouveau chef de la communauté Sénoufo d'Abobo Avocatier. En recevant son bâton de commandement par Souleymane Ouattara, chef de la communauté Sénoufo du district d'Abidjan, il devra être le garant de la culture Sénoufo dans un environnement moderne. Le travail de chef, ce n'est pas aussi petit travail.
Je suis prêt pour rendre ce service à la population. Si le chef se trompe, le chef suprême peut le mettre sur la voie. Moi, je demande au chef suprême vraiment de m'aider, de me mettre toujours sur la voie. On peut se tromper. Le parrain de la manifestation voit d'un bon œil cette intronisation. Pour lui, le nouveau chef de la communauté, Sénoufo Dabobo Avocatier, doit être un trait d'union entre les jeunes et les personnes d'un certain âge. Il était important pour nous de servir d'auxiliaire à nos parents pour, n'est-ce pas, perpétuer cette tradition, pour valoriser nos valeurs et valoriser nos traditions. Il ne faudrait pas qu'on ait honte de nos origines ancestrales, nos origines culturelles, nos origines traditionnelles. C'est avec ça que nous allons contribuer au développement de nos pays, que nous allons contribuer à l'épanouissement de l'humanité. Yaya Kafigé Sylvie est marié et père de 6 enfants. Anciennement employé à la CITAF et au génie civil, il a fait valoir ses droits à la retraite. Durant son mandat, il aura également la tâche de rassembler les Sénoufo Dabobo Avocatier. Parlons économie à présent, des chiffres et bilans au Trésor public. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire présente son bilan. 255,2 milliards de francs CFA auront été collectés au cours de l'année 2025 pour être redistribués à près de 6 000 fournisseurs et prestataires de l'État. Gladys Conan et Kader Sokotogo. L'année 2025 s'achève sur une note de satisfaction pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Un règlement de 1556,80 milliards de francs CFA par l'État au profit de plus de 6 721 fournisseurs et prestataires. Des données issues du séminaire Bilan 2025 et Perspective 2026 qui se tient à Boaké. Nous avons procédé au recouvrement de 255,2 milliards de francs CFA de recettes fiscales et non fiscales sur un objectif de 242,4 milliards, soit un taux de réalisation de 105,4%. Nous avons travaillé à l'accroissement de la mobilisation des produits d'épargne du Trésor à hauteur de 26,4 milliards de francs CFA à fin novembre 2025 contre 20,3 milliards à la fin de l'exercice 2024, soit un taux de près de 30% d'accroissement. L'année 2026, placée sous le thème « La mobilisation optimale des ressources intérieures », un enjeu de performance des services du Trésor public, comporte différents objectifs. L'accroissement du niveau de mobilisation des recettes non fiscales, l'optimisation de la gestion des ressources propres des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux, le renforcement des rapports collaboratifs avec les régies financières de l'État et l'ensemble des administrations publiques dans le cadre de la mobilisation des ressources publiques. En 2025, le Trésor public a franchi des étapes clés dans sa modernisation grâce à la mise en service de la plateforme Trésor Pays, Trésor Money, un système pour dématérialiser les frais d'examen, concours, taxes et les recouvrements de l'État. Le Trésor public également renforce la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme via des contrôles plus stricts conformes aux normes de l'UEMOA. Bilan et perspective également pour les gares routières qui présentent leur bilan, celui de l'année 2025. Et cette année, les acteurs du transport comptent bien être actifs contre l'incivisme. Lionel Yomoli, Malika Koulibaly et Désiré Afo rapportent donc leurs propos. Promouvoir l'alphabétisation chez les transporteurs, mais aussi la bonne gouvernance. Lutter contre l'occupation anarchique des gares routières, voici quelques faits marquants de la conférence annuelle de la CNGRC, la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire, au cours de l'année 2025. Un an après, le bilan dressé est positif. En 2025, nous avons fait tout ce que nous avons l'habitude de faire. On a pu faire la rupture du jeune au volant. Chaque mois de 2025, on a fait la sensibilisation sur les routes
contre les accidents avec l'Oser. Nous l'avons fait à Odjene, nous l'avons fait à Boaké, nous l'avons fait à Korogo, nous l'avons fait dans plusieurs villes. Après présentation du bilan de l'année précédente, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire présente les perspectives pour 2026. Nous prions et nous plaidons pour que le chef de l'État appuie le projet du BRT qui va nous permettre l'acquisition de 1000 BACA et de 2000 taxis neufs pour essayer de donner un coup d'accélérateur au développement du parc automobile. Pour l'année 2026, la CNGRC compte bénéficier du projet PMUA Banque mondiale pour le renouvellement d'un parc auto. Elle vise également à mettre en place une gare ultra moderne près de la forêt du Banco d'ici 2030. Et cette année sera au bénéfice de la jeunesse. Dans la ville de Bondoukou, 425 jeunes ont reçu leur certificat après 3 mois d'activité dans le cadre de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une étape vers l'insertion et l'autonomisation, nous dit Herman Niamien. Ils sont 425 jeunes âgés de 18 à 40 ans, bénéficiaires du sous-projet de travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, qui viennent de recevoir leur parchemin. Parmi eux, 286 femmes, 159 hommes et 16 personnes en situation de handicap. Ces certificats viennent sanctionner 3 mois d'activité intensive au cours desquels les bénéficiaires ont pris part à des travaux d'assainissement en milieu rural ainsi qu'à l'entretien des pistes rurales, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie et de la mobilité dans leurs différentes communautés. D'abord, je remercie monsieur le ministre d'État pour cette opportunité qu'il nous fait. À travers cela, nous allons encore augmenter nos activités. D'abord, il faisait la mercerie, mais cette fois-ci, ça me permet encore de faire un prêt-à-porter pour la fête qui va en venir. Avant, je ne faisais rien, mais quand le projet TIMO est venu, j'ai commencé à faire le commerce APF. J'ai reçu 40 000 francs. Le premier vice-président, le sénateur Kosonou Kwasi Ignace, a salué le travail effectué par ces jeunes. L'objectif de ce projet, c'est qu'à terme, on les paye, mais à terme, on doit retenir une partie de l'argent pour mettre à leur disposition pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus. Nous voudrons profiter de votre micro pour leur dire merci d'avoir accepté de maintenir la propreté, la salubrité dans leur environnement de façon générale parce qu'ils ont balayé l'environnement au profit de leur communauté, ils ont fait d'autres activités. Ces jeunes qui ont bénéficié des TIMO ont été rétribués pour les services rendus à leur communauté suite à l'exécution des travaux communautaires. Ils ont reçu chacun, au cours de ces 3 mois d'activité, divers versements dont la somme totale est de 195 000 francs CFA. Voilà des actions qui encouragent à l'autonomisation de la jeunesse. Parlons de durabilité avec la journée ivoirienne du volontariat canadien qui est célébrée dans la commune de Cocody pour cette 3e édition. L'on a porté les réflexions sur le rôle stratégique du volontariat d'expertise. C'est une journée qui a mis en lumière les contributions essentielles des volontaires canadiens au service du développement durable en Côte d'Ivoire. Le récit de Grace Agbo, Jean-Marc Djadji et Kiniboua. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada à travers l'expertise de volontaires, c'est l'objectif de la journée ivoirienne du volontariat canadien JIVCA. C'est un programme qui vise à échanger avec les organisations ivoiriennes ou avec les différentes communautés ivoiriennes et partager l'expertise de ces volontaires avec ces organisations et avec les bénéficiaires ivoiriens. Beaucoup de ces volontaires sont des experts au Canada, dans leur pratique, dans leur domaine. Ils sont envoyés ici à la demande des organisations qu'on appuie localement qui identifient l'expertise qu'ils ont besoin. Le programme de coopération volontaire PCV mobilise des volontaires canadiens dont la mission est de renforcer les capacités locales et de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est de continuer le travail en respectant le plan national de développement, le PND Côte d'Ivoire, et de se dire que la coopération canadienne, c'est ça. La coopération canadienne vient accompagner, vient appuyer la Côte d'Ivoire dans son développement. Présent à cette journée, Philippe Lasme, directeur général au ministère de l'économie, du plan et du développement, a rappelé l'apport du gouvernement dans la promotion du volontariat comme levier de développement durable. Nous suivons tous les programmes
des volontaires à travers les différents ministères. Nous faisons en sorte que le renforcement des capacités des volontaires canadiens qui arrivent en Côte d'Ivoire soit adapté à nos réalités. Dans cette dynamique de coopération, la Côte d'Ivoire et le Canada réaffirment leur volonté commune, celle de bâtir un partenariat durable au service du développement. Et voilà, le volontariat, un modèle de développement participatif, et la notion est aussi promue dans la ville d'Anyama, suivant les implications de ce développement participatif avec Serge Coléa. Sensibiliser pour mieux développer dans le village d'Anyama-Agamé, la mairie d'Anyama engage les populations autour d'un enjeu essentiel, le civisme fiscal, présenté comme un moteur essentiel du développement participatif. Je pense que c'est tout cet ensemble-là que la mairie prend pour pouvoir nous construire les écoles, les centres de santé. Et je pense qu'à l'avenir, nous allons porter le message à nos parents pour que quand les collecteurs de la mairie viennent, qu'on puisse les accueillir. Nous aspirons à une autonomisation des femmes. Donc si nous impliquons dans les taxes de la commune d'Anyama, nous pensons que cela aussi pourra nous être favorable. Anyama-Djamé faisant partie de la commune, nous attendons qu'Anyama-Djamé aussi reçoive des actions de développement. L'année 2026 est placée sous le sceau de l'engagement citoyen et de la responsabilité collective. La délocalisation du conseil municipal d'Anyama-Djamé permet d'impliquer davantage les populations dans les décisions et la mise en œuvre des projets structurants, tout en renforçant le service fiscal surtout. C'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons vers les villages pour expliquer le bien fondé des taxes. La question de la distribution de l'eau reste au cœur des préoccupations. La commune fait face à une pénurie persistante, impactant fortement le quotidien des habitants. Un problème très crucial aujourd'hui à Anyama, où les gens ne font que se plaindre en leur demandant d'être patients. D'être très patients, on est à leur écoute, la mairie à leur écoute, on les soutient, on est de cœur avec eux. Et en même temps, on parle avec la SODECI pour régler définitivement les problèmes de l'eau et de l'électricité. À l'issue de l'exercice 2025, Anyama accède au statut de commune supra, une avancée administrative majeure. Et l'actualité sportive avec les résultats des performances de l'équipe féminine de football catégorie U20 face à la RDC. Les éléphantes de Côte d'Ivoire se sont imposées sur le score de 2-0. Un match qui comptait pour la troisième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des U20 qui se jouera en Pologne cette année 2026, suivant le développement de Arsène Kouassi. Dans le cadre de la troisième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Pologne 2026, les éléphantes de moins de 20 ans reçoivent les léopards dames de la RDC. Poussés par un public acquis à leur cause, les Pachidem démarrent idéalement la rencontre et ouvrent le score juste après la demi-heure de jeu grâce à Rolanda Nguessa. 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le scénario se complique avec l'expulsion de Mama Fofana, laissant les éléphantes en infériorité numérique. Mais loin de reculer, les joueuses ivoiriennes font preuve de caractère. Elles maintiennent la pression et scellent définitivement le sort de la rencontre grâce à Jean-Loup Audrey, auteur du second but. 2-0 score final. On gagne 2-0, on ne prend pas de but et on marque un but aussi à 10 contre 11. Ça, c'est le point positif, on va dire. Mais je n'ai pas reconnu véritablement mes joueuses que l'on avait eues lors des préparations ou même face au Maroc. Techniquement parlant, je parle. Notre objectif, c'est de veiller à ce que la Côte d'Ivoire soit présente dans toutes les compétitions internationales pour maintenir notre leadership. Et les filles, elles ont fait acte de bravoure, elles ont joué efficacement. On attend encore de se rendre en RDC pour arracher nos prochains 3 points. Grâce à ce succès, les éléphantes U20 prennent une sérieuse option sur la qualification pour le dernier tour avant le match retour prévu le 14 février prochain à Lumumbashi, au stade Frédéric Kibaza Maliba, face au même adversaire.
Et pour l'information du monde, des nouvelles de la Russie avec de nouvelles attaques meurtrières de la Russie sur l'Ukraine, des frappes aériennes de 11 missiles balistiques et 149 drones russes lancés dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, et à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Ces frappes meurtrières interviennent après 2 cycles de négociations entre Russes et Ukrainiens, également américains, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. 3 morts ont été dénombrés après ces attaques. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur rtiplay.ci et RTI Info. Je vous retrouve demain pour un autre journal à 13h. Bon après-midi chez vous.